Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on ne va pas explorer les salles d'exposition habituelles, non. On entre dans un lieu, disons, plus secret de l'Ermitage. Oui, le cabinet des dessins. Exactement. C'est là que sont gardés précieusement tous ces trésors graphiques d'Europe occidentale. Des œuvres très fragiles, souvent. Tout à fait. Et notre mission aujourd'hui, c'est de plonger dans les dessins allemands de la Renaissance. Comprendre un peu leur beauté, bien sûr, mais aussi comment ils sont arrivés là, comment on les étudie, on les préserve. Et comment on découvre leur histoire, qui est parfois assez complexe, on va le voir. Et on a d'ailleurs cette œuvre exceptionnelle qui va nous servir un peu de fil rouge visuel. Absolument. Les dessins, c'est vrai, c'est souvent un peu l'envers du décor de la création. Ce ne sont pas comme les peintures, vous voyez, qui sont faites pour être montrées, vendues. Les dessins, c'est souvent des étapes intermédiaires. Des études, des croquis. C'est ça. Des études, des pensées jetées sur le papier, parfois très vite. Ils n'étaient pas faits pour le marché au départ. D'accord. Et cette nature même un peu expérimentale leur donne une spontanéité incroyable, mais ça les rend aussi très fragiles. Oui, j'imagine. La lumière, l'humidité. Exactement. Donc on les conserve à l'abri, dans les réserves, les cabinets d'études, et c'est là que les chercheurs font leur travail patient et que naissent parfois des découvertes fascinantes. C'est vrai qu'aujourd'hui, on va au musée admirer des dessins, mais collectionner ces feuilles volantes, ça n'a pas toujours été évident aussi. Non, pas du tout. Au début, c'était juste des outils dans l'atelier. C'est ça, des documents de travail pour l'artiste qui aurait eu l'idée au début de les accumuler juste pour leur beauté. Alors, qui étaient les premiers collectionneurs? Vous touchez un point clé. Les tout premiers, disons au 15e, 16e siècle, c'était souvent d'autres artistes. Ah oui, Oui, comme Giorgio Vasari en Italie. Ils récupéraient les dessins de leurs maîtres, de leurs prédécesseurs, pour apprendre, pour s'inspirer, ou même comme un témoignage du processus créatif. d'accord. Une sorte d'héritage d'atelier. Voilà, ce n'était pas encore la collection pour le prestige, pour l'investissement, comme on la connaîtra plus tard. Et alors, quand est-ce que ça bascule? Quand est-ce que le dessin devient un objet désirable pour un public plus large? Alors, le grand changement, ça commence au XVIIe siècle et surtout, ça s'installe au XVIIIe. Là, oui, collectionner les dessins, ça devient une mode. Une mode. Oui, un signe de raffinement intellectuel, social, mais ça reste assez élitiste. Les grands centres pour ça, c'est Paris, bien sûr, avec des figures comme Pierre Croizat, Mhm. mais aussi Londres, Amsterdam. C'est là que se forment les premières grandes collections privées, qui sont souvent dispersées ensuite dans des ventes aux enchères célèbres. Et la Russie à ce moment-là? Est-ce qu'elle suit le mouvement? Eh bien, pas vraiment au début, non. Avant Catherine II, l'idée même de collectionner un dessin pour sa valeur artistique propre, c'était quasi inexistant en Russie. Même Pierre le Grand? Lui qui était si ouvert sur l'Europe? Oui, même lui. Il a bien acheté quelques dessins pendant ses voyages, c'est vrai, mais son approche était très pragmatique. C'est-à-dire? Il s'intéressait aux plans de navires, aux fortifications. Ou alors, et ça c'est remarquable, il a acquis les études botaniques de Maria Sibylla Merian. Magnifique, mais c'était pour leur valeur documentaire, scientifique. Pas pour l'art en soi. Voilà. L'idée du beau dessin comme objet de collection, ce n'était pas encore là. C'est donc Catherine II qui va lancer la machine en Russie. Exactement, c'est elle qui importe cette mode, si on veut. Elle avait l'œil, Catherine, elle voulait placer la Russie au niveau des grandes cours d'Europe. Et elle a compris qu'un grand musée, ça ne se fait pas qu'avec des peintures. Tout à fait. Il fallait aussi des dessins de maître. C'était un symbole de prestige, de culture. Et là, en 1768, elle fait un coup énorme. Lequel? Elle achète en bloc toute la collection de dessins du comte Karl Kobenzl. Ah oui, la fameuse collection Cobenzl. C'était une manœuvre stratégique, vraiment. D'un seul coup, paf, elle dote son ermitage tout neuf d'un fonds immense et très varié de dessins européens. Plusieurs écoles, plusieurs siècles. Incroyable. Même si, apparemment, dans ses lettres, elle n'était pas super emballée personnellement. J'ai lu qu'elle parlait de gribouillis sans sujet. C'est exact. Et c'est ça qui est fascinant chez elle, cette dualité entre son goût perso et sa vision stratégique, culturelle. Son coup de génie, c'était pas juste d'acheter des larmes, mais d'acheter des collections pour acquérir le prestige et la substance d'un coup. Précisément, une démonstration de puissance culturelle. Et ce comte Cobenzl, alors, qui était-il? Alors, Karl von Cobenzl, c'était un diplomate, un aristocrate autrichien, d'une famille assez influente. Il a été ministre pour l'impératrice Marie-Thérèse d'Autriche, à Bruxelles. Aux Pays-Bas autrichiens. Oui, pendant une vingtaine d'années, à partir de 1753.
Et c'est là, au cœur de cette région si riche en art, qu'il s'est pris de passion pour la collection. Il a acheté beaucoup de peintures aussi, non? Oui, mais sa vraie passion, là où il a été le plus audacieux, c'était les dessins anciens. Il a réussi à mettre la main sur des lots importants, de ventes parisiennes, anversoises. Il a réuni à peu près 4000 feuilles. 4000. C'est énorme. Oui, c'était un amateur au sens noble du terme au XVIIIe, un passionné avec un certain œil, mais pas un historien d'art critique comme on l'entend aujourd'hui. Donc sa collection était vaste, mais avec des attributions parfois un peu optimistes. Voilà. Des attributions fantaisistes parfois, c'était courant à l'époque. Mais l'ampleur était là. Et ce qui a dû plaire à Catherine, c'est que ça arrivait tout près, ou presque, un peu comme un kit. C'est ça, c'est l'autre aspect fascinant. Cobenzl avait fait monter quasiment tous ses dessins sur des passe-partout standards. Ah oui? Oui, d'une couleur très reconnaissable, lilas, une teinte assez inhabituelle. 5 formats différents selon la taille du dessin. Et il y avait des étiquettes? Oui, beaucoup portaient des cartouches, gravées ou écrits à la main, avec le nom de l'artiste présumé, parfois son école, ses dates. C'était déjà très organisé. Très. Et le tout était rangé dans des boîtes spéciales, conçues comme des livres, avec un dos en cuir doré. On pouvait les ranger sur une étagère. Comme une bibliothèque de dessin. Exactement. Il y avait même un catalogue manuscrit, relié, qui décrivait le contenu de chaque boîte. Un système très muséal avant l'heure. On imagine ces dizaines de boîtes qui arrivent à Saint-Pétersbourg. Certaines existent encore, je crois. Oui, tout à fait. J'ai vu une image d'une petite boîte pour un dessin de Rubens, déjà identifié comme Rubens, et une autre d'un dessin plus grand avec son montage lilas d'origine et le cartouche. C'est fou de penser que ça a traversé les siècles, C'est incroyable, oui. mais cette acquisition massive, d'un coup, est-ce que ça n'a pas eu aussi un effet un peu paradoxal? Genre, bon, on a tout, maintenant plus besoin de chercher. Ça a peut-être freiné d'autres achats. C'est une hypothèse, oui, très plausible. Une collection aussi encyclopédique qui arrive d'un coup, ça a pu donner une fausse impression de complétude et peut-être décourager des achats plus ciblés pendant un temps. Mais ça a quand même posé les bases. Ah oui, des fondations irréplaçables sur lesquelles le cabinet des dessins a pu ensuite grandir. Bon, une acquisition essentielle donc. Pleine de trésors, mais aussi euh, de questions. Pour voir concrètement comment on travaille sur ces œuvres, prenons 2 exemples de ce fonds Cobenzl. Un cas facile et un plus compliqué. Volontiers. Commençons par une valeur sûre, un dessin allemand incontestable de la collection, correctement identifié dès le début. Lequel? Un dessin d'Albrecht Dürer, le grand maître. Il s'agit du jeune homme assis. Ah, Dürer, oui, là, pas de doute. Alors, ce dessin, qu'est-ce qu'il nous montre? Eh bien, ce qui est passionnant, c'est que c'est une étude préparatoire, directe, pour une autre œuvre de Dürer. Mhm. Une gravure sur cuivre, Le Soleil de justice. D'accord. Donc on voit l'artiste au travail. Pas à dessiner toute la scène future. Non. Son but ici, c'est de maîtriser le rendu des drapés. Ces drapés complexes qui vont entourer la figure de la justice. Regardez la virtuosité du trait pour le tissu. C'est vrai que le drapé est incroyable. Mais il y a des différences avec la gravure, non? Oui, bien sûr. Et c'est ça qui est intéressant. Ça révèle le processus. Dans la gravure, la justice est assise sur un lion. Ah oui, Ici, Duret fait poser son modèle, sans doute un jeune de l'atelier, sur un simple banc en bois, plus facile à trouver. c'est sûr. Et regardez la main droite du modèle. Elle s'appuie sur un bâton. Pourquoi? Parce que dans la gravure, cette main tiendra l'épée et la balance. Le bâton, c'est juste pour aider le modèle à tenir la pose, le temps que Duret étudie les plis. Astucieux. Le visage éclaté, à peine esquissé. L'anatomie des jambes, secondaire. Non, tout est concentré sur ce jeu de plis, de cassure, de volume du tissu, rendu à la plume, à l'encre noire, avec une maîtrise éblouissante. Les hachures pour l'ombre, la lumière, c'est du pur Duret. Et on sent une énergie dans ce dessin, une vivacité, peut-être même plus que dans la gravure finale qui est forcément un peu plus formelle. C'est souvent le cas avec les études des grands maîtres, oui. Il y a une immédiateté, une tension dans le trait, qui capture vraiment l'instant de la création. Et cette énergie, parfois, elle s'atténue un peu dans l'œuvre finie. Ce Duret en est un exemple parfait. On voit l'artiste en pleine réflexion face à un défi technique. Et le résultat est saisissant. Un cas clair donc. Attribution solide dès le départ. Mais la collection Cobenzl, c'était aussi des énigmes.
Alors, passons à l'autre exemple, celui qui nous sert un peu de guide visuel. Cette magnifique nativité. Ah oui, celle-là. Contrairement au Dürer, elle est arrivée sans nom d'auteur. Et là, l'enquête commence vraiment. Oui, là on entre dans le domaine passionnant de l'attribution, de la recherche. Ce dessin est une œuvre très puissante, très aboutie. La scène, déjà, elle s'inspire clairement des visions de Sainte Brigitte de Suède. Celles qui ont eu tant d'influence. Énormément, oui, à la fin du Moyen Âge, début Renaissance. Surtout en Europe du Nord. On retrouve tous les éléments, la Vierge agenouillée, adorant l'enfant nu, posé par terre. Sur un pan de son manteau, oui. Et cette lumière surnaturelle qui vient de l'enfant lui-même, qui éclaire tout et éclipse la bougie de Joseph. Les anges en prière. C'est très caractéristique. Et la technique est très particulière, cette ambiance lumineuse, presque argentée. Comment c'est fait? Alors, la technique est très sophistiquée. L'artiste a utilisé la plume et l'encre noire, oui, pour les contours, les ombres, mais surtout, il a travaillé avec des rehauts de gouache blanche, beaucoup de blanc. D'accord. Et le détail crucial, il a fait ça non pas sur un papier blanc, mais sur un papier teinté. Une couleur gris brunâtre assez chaude. C'est cette combinaison support coloré et lumière blanche qui crée cette atmosphère nocturne, mais très lumineuse. Cette clarté un peu froide, irréelle. C'est magnifique. Et la qualité d'exécution? Remarquable. Regardez la finesse des mains de Marie, la richesse des drapés avec ses plis complexes. Les visages sont très expressifs, mais tout en retenue. Aucun doute, c'est un grand maître. Mais lequel? Alors, l'enquête, comment on a trouvé? Ça a été long, compliqué, ça s'est joué au XXe siècle. Pendant longtemps, il est resté classé anonymalement. Point. Et la première piste? Elle vient en 1936 d'un grand spécialiste russe, Mikhail Dobroklonsky, conservateur à l'Ermitage. Il le publie et propose un nom. Bartholoméus Brune l'Ancien. Un peintre de Cologne? Oui, très important à Cologne au XVIe siècle. C'était une proposition sérieuse, basée sur le style. Mais ça n'a pas convaincu tout le monde. Non. Dès l'année suivante, 1937, une autre voix s'élève. Et pas n'importe laquelle. Max Friedlander. Le grand spécialiste de la peinture nordique. La légende, oui. Friedlander aussi admire la qualité. Mais il propose un autre nom. Jean Joest van Kalkar. Aussi de Cologne. Enfin, de Kelkar près de Cologne. Exactement. Mais Friedlander fait une petite erreur. Il relie Joest à l'école de Haarlem, aux Pays-Bas. Ah, pourquoi? C'était séduisant, parce que le style a des points communs avec l'art hollandais. Mais c'était sans doute une confusion. Peut-être parce que Joest était influencé par les Flandres voisines, ou une confusion de noms. Donc, aujourd'hui, on est sûr, c'est Jean Joest van Kalkar, mais bien un artiste allemand. Oui, le consensus actuel, c'est bien Jean Joest, mais comme un maître majeur de l'école du Bas-Rhin, une région allemande très proche des Pays-Bas géographiquement, culturellement, d'où les liens de style. D'accord, l'artiste est identifié, mais alors, une autre question. À quoi servait ce dessin? Il est très grand, très fini. Ce n'est pas juste une esquisse, si? Non, clairement pas une simple esquisse, beaucoup trop détaillée. Mais ce n'est pas non plus une copie d'une peinture. On sent encore une certaine vivacité. Vous avez raison, il y a une fraîcheur, une énergie dans la plume qui ne ressemble pas à une copie. Alors, pourquoi faire un dessin si grand, si fini? L'hypothèse la plus solide aujourd'hui, c'est que c'est un modello. Un modello. C'est-à-dire? Un modèle détaillé, une sorte de présentation finale du projet, soit pour le montrer au client pour approbation, soit, et c'est plus probable ici, pour servir de guide très précis à un autre artiste ou à l'atelier pour réaliser l'œuvre finale. Un guide pour une autre œuvre. Et on sait laquelle. Ah, et c'est là que ça devient passionnant. On sait que John Jost a reçu, vers 1512, la commande d'un grand retable. Un tableau d'autel peint sur bois. Oui, pour une église à Marienbaum, une petite ville près de Kalkar. Et ce retable, il existe toujours. Incroyable. Et sa composition, surtout le panneau central avec la nativité, correspond de manière frappante à notre dessin de l'Ermitage. Alors, l'hypothèse, c'est que... L'hypothèse, c'est que Jost, le maître reconnu, a conçu le retable, a réalisé ce modello très précis, daté par la commande de 1512, et a ensuite confié l'exécution du retable lui-même à son atelier, et plus précisément à son élève et gendre, Qui était? Bartholoméus Brune. Mais c'est fou. Dobroklonsky avait donc raison en partie. Le dessin est de Jost, mais pour Brune, qui a peint le tableau final. Exactement. C'est une histoire complexe qui lie les deux. Le dessin nous dit plein de choses sur les pratiques d'atelier, les relations maître-élève. C'est fascinant, mais attendez, l'histoire ne s'arrête pas là. Si, Non? Ce dessin a aussi une histoire matérielle, incroyable, presque un miracle.
Ah bon? Quoi encore? Quand il est arrivé à l'Ermitage, et sans doute bien avant, il était très abîmé, très fragile. À une époque ancienne, 17e ou 18e siècle, le papier s'était déchiré en plusieurs morceaux. Il y avait des manques, des trous. Et on l'avait restauré? Oui, un restaurateur de l'époque avait essayé de le sauver en collant les morceaux sur une nouvelle feuille de papier pour tenir le tout. C'était courant, mais le travail était approximatif. Comment ça? Les morceaux ne coïncidaient pas parfaitement. Il y avait des décalages dans les lignes du dessin, au niveau des mains de la Vierge, du corps de l'enfant. C'était visible. Et on a pu corriger ça aujourd'hui, sur un papier si vieux et si fragile? C'est là l'exploit. Récemment, une restauratrice de l'Ermitage, Elena Chashkova, du labo de restauration graphique, a fait un travail extraordinaire. Qu'a-t-elle fait? Avec une patience infinie, des techniques de pointe, elle a réussi à décoller ces fragments du XVIe siècle, ultra fragiles, de leur support ancien. Décoller du papier collé depuis des siècles? Ça paraît impossible. C'est presque de la magie, oui. Ça demande une connaissance dingue des matériaux, des colles anciennes. Elle utilise des enzymes, des gels spéciaux pour ramollir les colles sans abîmer le papier ou l'encre. Et après? Après, elle a réassemblé les morceaux, comme un puzzle hyper délicat, avec une précision millimétrique pour que les lignes originales coïncident enfin parfaitement. Incroyable. Les manques ont été comblés avec un papier spécial de façon réversible. On voit la différence entre l'original et l'ajout. Ce n'est pas fait pour tromper. Alors ce dessin, finalement, c'est plusieurs histoires en une seule feuille de papier. C'est exactement ça. C'est ça le grand enseignement de cette œuvre. Ce dessin de Joest, c'est un condensé formidable. C'est un chef-d'œuvre de l'art graphique allemande du début XVIe. C'est un document sur les pratiques d'atelier. C'est un cas d'école pour l'histoire de l'attribution, avec ses débats entre experts. Et enfin, c'est un témoin de l'histoire de la restauration ancienne et moderne. Tout ça sur une seule feuille. Ce parcours, avec le Dürer clair dès le départ, et ce Jost si complexe, ça montre bien qu'une acquisition comme celle de Cobenzl, même énorme, ce n'est jamais la fin de l'histoire. Ah non, c'est le début. C'est le point de départ d'un long travail d'étude, de questionnement. Absolument. L'étude, l'attribution, comprendre la fonction, l'histoire matérielle, ça continue sans cesse, même pour un Dürer connu depuis longtemps. Et encore plus pour des œuvres énigmatiques comme cette Nativité de Jost, dont l'histoire se révèle petit à petit. Grâce aux nouvelles recherches, aux comparaisons, au progrès de la restauration aussi, les collections des musées, ce n'est pas figé. C'est vivant. Donc, la collection Cobenzl, c'est le noyau historique essentiel, mais c'est juste une partie de l'iceberg des dessins de l'Ermitage. Oui, une partie importante, mais une partie seulement. Le musée a des milliers d'autres dessins, arrivés plus tard, d'autres sources. Et parmi eux, combien sont encore anonymes ou mal attribués? Combien attendent qu'on révèle leurs secrets? C'est la grande question. Partout dans le monde, dans tous les cabinets de dessin, les réserves sont pleines de potentiel. Chaque génération de chercheurs, avec ses outils, son regard, peut éclairer des œuvres oubliées. Ça laisse songeur. Quand on voit une étiquette anonyme ou École 2, on se demande combien de chefs-d'œuvre se cachent là-dessous. Exactement. Attendant juste le bon œil, la bonne découverte, la bonne analyse pour retrouver leur nom, leur histoire. C'est une pensée à garder en tête la prochaine fois qu'on regarde un dessin ancien. Merci beaucoup de nous avoir guidés dans cette exploration passionnante. Merci à vous.